Et voilà, je remercie donc les organisateurs de m'avoir interpellé pour intervenir avec vous dans cette manifestation des journées Abd Fattah Hamoud. Voilà, donc je vais parler un tout petit peu de l'expérience, si vous voulez, de l'instance provisoire du contrôle de constitutionnalité des lois. Euh, très ébloui par la communication de Slim et je vais me placer, bon, l'organisation a des faits comme ça, non pas sur un plan bien évidemment heuristique, théorique, etc., mais à un niveau plus sociologique. Donc c'est un tout petit peu une sorte de témoignage que je ferai par rapport à ces questions d'interprétation, méthodes et techniques d'interprétation devant l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. Bien évidemment, l'interprétation constitutionnelle n'est pas récente en Tunisie, mais c'est un constat, elle n'a jamais été véritablement acceptée par les pouvoirs publics. Donc, il s'agisse bien évidemment des pères fondateurs de la première République tunisienne ou bien évidemment des pouvoirs publics, si vous voulez, issus de changements, on va dire, de 1987, ni aussi par le constituant de 2011, ni par la Constitution aussi de 2014. Donc l'interprétation constitutionnelle, elle a été toujours bien évidemment encadrée, très sévèrement encadrée, je dirais, pour l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois. La Constitution de 2014, elle a créé donc une Cour constitutionnelle et par la même occasion, elle a créé cette instance. Elle a créé l'instance donc avec ce nom significatif, instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. Donc je mets l'accent sur le terme provisoire. C'est une instance provisoire, donc qui est appelée bien évidemment à se charger de cette fonction d'interprétation de la Constitution dans la période qui sépare bien évidemment la Constitution jusqu'à l'instauration de la Cour constitutionnelle, ce qui était censé se passer dans une année, dans un intervalle d'une année. Mais là, cette année s'est allongée, si vous voulez, indéfiniment, et l'instance a duré quand même à peu près 7 années. Elle a duré à peu près 7 années. Ça va signer. Où elle a accompagné, bien évidemment, ce mouvement de législation, de production, si vous voulez, législative dans le pays. L'instance a duré donc jusqu'à 2021 et elle a été annulée. Elle a été annulée, donc je mets entre guillemets, elle a été annulée. C'est l'expression, si vous voulez, du décret 117, si vous voulez, par lequel on a annulé cette instance. Il n'a pas été mis fin, bon, bien évidemment, à l'instance. Cette instance a été annulée. Donc, créée par la Constitution, elle a été annulée par un décret. Donc, on a suspendu le Parlement, mais on a annulé l'instance, alors que la liaison entre le Parlement et l'instance, elle est presque génétique, elle est presque biologique. Et que par conséquent, l'annulation de l'instance, elle présage, si vous voulez, de l'annulation, si vous voulez, de fait aussi du Parlement. L'instance, bien évidemment, comme vous le savez, a été critiquée. Elle a été critiquée de façon acerbe par les pouvoirs publics, surtout par les parlementaires et aussi une partie de la doctrine. On lui a reproché donc une faible motivation de ses décisions
et dans certaines circonstances, on l'a accusé, si vous voulez, de déni de justice. La fonction de l'instance n'a pas été très facile et les difficultés qu'elle a connues reflètent à leur façon les difficultés et les particularismes de l'interprétation constitutionnelle. Je dirais interprétation constitutionnelle dans un contexte de transition démocratique. Bien évidemment, il y a l'interprétation constitutionnelle dans un contexte stabilisé et aussi l'interprétation constitutionnelle dans un contexte de transition démocratique. Comme vous le savez, les contextes de transition démocratique sont des contextes très instables, très conflictuels, très, bien évidemment, mouvementés, très tendus. Donc, je me propose dans cette communication, comme vous me l'avez demandé, de vous faire part des méthodes et techniques d'interprétation devant cette instance. Comme je l'ai dit, je ferai un témoignage sur l'activité de l'instance en tant qu'ex-membre de cette institution. Je commencerai par des remarques préliminaires. Bien évidemment, elles ne sont pas écrites, on ne les trouve pas dans les écrits de la doctrine. Ils relèvent plus de la sociologie du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, mais ils sont très utiles pour juger et analyser l'interprétation en matière constitutionnelle. L'interprétation constitutionnelle, première remarque, l'interprétation constitutionnelle est contextualisée. Ça veut dire quoi, l'interprétation constitutionnelle est contextualisée? C'est-à-dire qu'elle est très largement influencée par son contexte organisationnel. C'est ce que j'appelle la contrainte organisationnelle. L'interprétation constitutionnelle est influencée par son contexte organisationnel et c'est ce que j'appelle, je dis, la contrainte organisationnelle. Deuxième remarque préliminaire, l'interprétation constitutionnelle est collégiale. Elle est collégiale, donc bien évidemment, on attribue, si vous voulez, l'interprétation à l'instance, mais l'interprétation est faite non pas par un seul juge, mais par une pluralité de juges qui sont bien évidemment appelés à bâtir, si vous voulez, une décision, une interprétation commune pour une question particulière. Donc, il n'y a pas un seul interprète de la Constitution, mais une pluralité d'acteurs dont les intérêts, les attentes, les rationalités et les contraintes sont très différentes, voire même opposées. Ces différents acteurs, même s'ils utilisent un fond commun de techniques et méthodes d'interprétation, développent des stratégies, nouent des alliances en fonction de la phase en instance. Donc, bien évidemment, là, je vais parler un tout petit peu de la boîte noire. Ce qui se passe à l'intérieur, si vous voulez, de cette instance et que le public, bien évidemment, ne voit pas et qui reflète un tout petit peu le jeu des acteurs et les stratégies des acteurs à l'intérieur, si vous voulez, de cette instance pendant leur travail d'interprétation. Troisième remarque, c'est que l'interprétation s'apprécie à travers ses résultats. On interprète, bien évidemment, pour interpréter des lois, pour trancher des situations, des cas d'espèces, et aussi la finalité de l'interprétation constitutionnelle, c'est d'ancrer, si vous voulez, la Constitution dans le système juridique du pays. Donc, ancrer cette Constitution malgré, si vous voulez, bien évidemment, tout ce qu'on peut lui reprocher comme
défauts, comme limites, comme non-sens, etc. C'est un tout petit peu les outputs qui se dégagent de cette boîte noire. Donc, dans un premier point, je parle de l'interprétation et la contrainte organisationnelle. L'instance, comme toute structure de contrôle de constitutionnalité des lois, est une structure organisationnelle. Elle fonctionne donc selon des règles organisationnelles préétablies qui contrôlent, qui orientent, encadrent largement l'œuvre interprétative. Ces contraintes organisationnelles auxquelles on ne peut pas échapper sont constituées par les règles d'organisation et de fonctionnement de l'instance. Il s'agit bien évidemment du domaine de compétence, des procédures de saisine, d'instruction et de prise de décision. Et sans entrer dans le détail, car maintenant c'est notoirement connu, l'instance était accablée par des contraintes organisationnelles très lourdes. Je me limite à ce niveau à souligner quelques éléments de cette contrainte. La première, si vous voulez, contrainte se rapporte à la composition clivante, qui est génératrice de clivage. Une composition donc clivante de l'instance. L'instance est composée, vous le savez, donc des 3 premiers juges du pays, désignés à qualité, et de 3 professeurs universitaires. Cette composition présente des avantages, bien évidemment, expérience, juge, donc premier juge, ce qui suppose bien évidemment qu'ils ont une certaine expérience, autorité, bien évidemment, qui provient de l'appartenance et d'être les premiers juges du pays, maîtrise de la procédure juridictionnelle, sens de la négociation, maîtrise de la rédaction juridictionnelle, etc. Donc, beaucoup d'avantages qu'on peut tirer de cette organisation, de cette composition, si vous voulez, composée de juges, ès-qualité et de professeurs. À l'opposé, cette composition pose beaucoup de problèmes. Elle sous-estime, et là c'est très important, elle sous-estime les rationalités sous-jacentes qui composent les 2 corps, le corps des juges et le corps des enseignants. Donc, ils sont appelés à travailler ensemble, mais les rationalités des uns et des autres ne convergent pas toujours de façon très spontanée. La vocation d'un juge, là je vous rapporte ce qui a été dit dans l'instance, j'y reviendrai. La vocation d'un juge est de trancher des litiges qui opposent des parties dans un conflit en appliquant les lois adaptées à la situation. Donc, c'est la rationalité, si vous voulez, du juge. Trancher un conflit entre des prétentions opposées en appliquant, bien évidemment, la loi si connue, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants. Les professeurs universitaires sont plutôt portés vers l'analyse, vers l'explication. Je dirais donc qu'ils sont beaucoup plus proches de l'interprétation et plus tournés vers l'avenir. Il s'agit d'interpréter, non pas uniquement pour le cas en instance, mais surtout pour poser, si vous voulez, des règles pour l'avenir, pour discipliner le jeu politique, pour baliser, si vous voulez, le terrain, le jeu politique et les relations, si vous voulez, entre les pouvoirs. Donc, dès le départ, ces 2 rationalités ont eu des difficultés pour coexister. Donc ça, je vous dis ce qui se passe à l'intérieur. Dès le départ, ces 2 rationalités ont eu des difficultés pour coexister. Et le dilemme était de comment concilier entre ces 2 rationalités, la rationalité de trancher un conflit et la rationalité d'interpréter. Je me rappelle, dans le cadre du premier jet, du premier recours, si vous voulez, qui s'était posé qui a été posé à l'instance,
plus précisément dans la requête se rapportant à le pouvoir, si vous voulez, ou le personnage politique habilité à convoquer le corps électoral. Est-ce qu'il s'agit du président de la République ou du chef du gouvernement? Je me rappelle avoir dit, on était un certain nombre, si vous voulez, de membres de cette instance, nous avons dit, c'est, je crois, quelque chose de ce genre, le chef du gouvernement, mais en voulant poser une réserve d'interprétation. Donc, c'était, l'idée était de poser une réserve d'interprétation. Et j'étais étonné par le fait que l'un des magistrats, il a dit non, monsieur, nous, on ne fait pas des réserves d'interprétation, nous, on tranche des conflits, on tranche des litiges. Et que par conséquent, bien évidemment, trancher un litige, bien évidemment, il y a toujours une interprétation, mais on n'est pas très ancré dans une logique d'interprétation qui pose des règles pour l'avenir. On est tourné vers le cas d'espèce, juger, si vous voulez, et trancher ce conflit pour, bien évidemment, s'en passer. Cette rationalité, bien évidemment, a aussi certains mérites, elle a aussi bien évidemment beaucoup de mérites, mais on se pose la question, est-ce qu'elle est véritablement adaptée pour un contentieux qui se veut objectif? Est-ce qu'il s'agit bien évidemment de départager entre deux parties dont les prétentions sont contradictoires, de donner tort ou de donner raison, de attribuer, si vous voulez, qui a droit et qui n'a pas droit. Bon, là, bien évidemment, la question, elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle montre d'abord, si vous voulez, les limites de cette distinction entre contentieux objectif et contentieux subjectif. Et bien évidemment, elle montre, si vous voulez, aussi les grincements qui peuvent exister entre un travail qui consiste à trancher et un travail qui consiste à interpréter, même si les deux sont totalement complémentaires. Ce clivage juge et professeur a eu un effet amplificateur de ce que la doctrine a qualifié de déni de justice. Dans beaucoup de circonstances, bien évidemment, l'instance s'est vue pendant une longue période privée de ses présidents. Privée de ses présidents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous donne l'exemple du premier président de l'instance, qui est en même temps le premier président de la Cour de cassation. Je pense qu'il est resté avec nous quelque chose comme un mois. Il est resté avec nous quelque chose comme un mois. Et après, il a atteint l'âge de la retraite et que, bien évidemment, il était mis à la retraite. Et on est resté pendant plusieurs mois sans président de l'instance de contrôle de la constitutionnalité des lois. On a eu, je crois, 4 présidents. En 7 ans, 4 présidents de l'instance de contrôle de la constitutionnalité des lois, ce qui, bien évidemment, peut avoir des effets réducteurs sur la qualité de l'interprétation. Une instance sans président, bien évidemment, même si le premier vice-président il prend la relève, ça affecte, si vous voulez, la continuité jurisprudentielle de l'instance et bien évidemment aussi la continuité dans l'interprétation. À certaines occasions, on a été privé de 2 présidents. 2 présidents sont rentrés en retraite en même temps et qu'on s'était trouvé à 4. Bien évidemment, trancher des litiges ou interpréter à 4, ça nuit évidemment à la qualité et à la profondeur et à la qualité de l'interprétation. La deuxième contrainte
organisationnelles et non des moindres, et celles se rapportant aux modalités de prise de décision à la majorité des voix, tout en sachant, bien évidemment, que la voix du président n'est pas prépondérante. Il fallait, selon la loi, en cas d'impossibilité de prendre une décision, de transmettre sans délai le dossier au président de la République pour prendre la décision adéquate. Déni de justice ou présomption de constitutionnalité de la loi. Donc, je pose la question, déni de justice ou présomption de constitutionnalité de la loi. La doctrine a plaidé le déni de justice. Mais les traditions constitutionnelles en droit comparé ont plaidé la présomption de constitutionnalité. C'est-à-dire que le président de la République est obligé de promulguer la loi. C'est ce qui a toujours été fait en Tunisie, à l'exception de deux, si vous voulez, exemples, où le président de la République n'a pas promulgué la loi. Donc, il s'agit de la loi réformant, si vous voulez, modifiant la loi électorale, où le feu Béjékaït Sepsi n'a pas promulgué la loi dans des circonstances qu'on ne connaît pas toujours, et bien évidemment le projet de loi sur la modifiant la loi sur la Cour constitutionnelle, où le président de la République actuelle, Kais Saied, il a refusé bien évidemment de promulguer cette loi. La menace du blocage a énormément pesé sur l'instance et donc forcément sur l'interprétation de la Constitution. Il fallait, pour les membres de l'instance, autant que possible, éviter le blocage du fonctionnement de l'instance et éviter de recourir au président de la République. Il fallait coûte que coûte se mettre d'accord par des tournures de phrases parfois incompréhensibles qui ne se laissent pas lire et qui nuisent à la qualité de la rédaction des décisions de l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois. Il fallait se rapprocher, il fallait trouver des compromis, il fallait jouer sur les phrases, il fallait bricoler un tout petit peu, si vous voulez, l'architecture linguistique des considérants, et bien évidemment, ça rejaillit sur la qualité de l'interprétation. La troisième contrainte se rapporte aux compétences très réduites. Bien évidemment, l'instance a pour seule et unique compétence de contrôler la constitutionnalité d'un projet de loi a priori. Donc, elle ne contrôle pas, bien évidemment, la conventionnalité, elle ne contrôle pas le conflit de compétences entre les pouvoirs publics, la révision de la Constitution, elle ne contrôle pas les élections, elle n'a pas de compétences consultatives, etc. Ce qui montre, bien évidemment, que cette instance est indésirée. Elle est indésirée. On ne voit pas pourquoi on a instauré une instance pour la priver de toute bien évidemment compétence et pour la priver de jouer un véritable rôle dans le cadre de cette transition démocratique. Cette instance, elle est créée pour contrôler uniquement le travail législatif. C'est le contrôleur du Parlement, contrôler la production de la loi. Quatrième contrainte, je vais me limiter à ça, il y en a d'autres, c'est les délais très courts. Ils ne permettent pas un bon traitement des affaires, surtout que les membres n'exercent pas à plein temps. Bien évidemment, vous le savez, on le sait, les premiers présidents des différents ordres juridictionnels le savent mieux que nous. Pendant cette période de transition, les premiers juges étaient extrêmement débordés. Ils étaient extrêmement débordés, qu'il s'agisse du premier président du tribunal administratif, qu'il s'agisse bien évidemment du premier président de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. C'est des gens, pour trouver un jour pour se réunir, il faut vraiment cavaler. Parfois, on était obligé de travailler jusqu'à des heures tardives, etc. Donc, vraiment, c'était cette dimension temps
cette dimension, si vous voulez, délai, était extrêmement pesante pour le travail de l'instance. Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de personnel, pas d'aide, si vous voulez, à la prise de la décision, pas d'Internet. Pas d'Internet. Pourquoi je dis pas d'Internet? Je crois que c'était à l'occasion du recours contre la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. J'avais préparé quelque chose à la maison en m'inspirant un tout petit peu du Conseil constitutionnel français. Mais manque de peau, j'ai oublié mon dossier à la maison et il fallait montrer, si vous voulez, la position du Conseil constitutionnel pour les convaincre, si vous voulez, d'aller dans un sens. Et là, je ne trouve pas mon papier. J'étais obligé de sortir avec le chauffeur et de faire, si vous voulez, c'est un quartier populaire, hein, là où se trouve le siège de l'instance, c'est l'ancien siège du Conseil constitutionnel, manette à cavaler et faire des tours pour trouver une publinette. Et j'ai trouvé une seule publinette après une heure à peu près de promenade. Donc, voilà. Donc, pas d'Internet et à la limite, pas de budget. Ces contraintes organisationnelles, bien évidemment, ont influencé les acteurs de l'interprétation et les ont poussés à développer des stratégies interprétatives. Donc, ça sera le deuxième point sur lequel je vais parler. La stratégie des acteurs, la stratégie des interprètes. L'interprétation constitutionnelle est multi-acteur. Il n'y a pas un seul acteur, il n'y a pas un seul interprète. Il y a plusieurs interprètes qu'on peut appeler interprètes collectifs. Donc, au-delà des membres de l'instance, elle se fait aussi par les parties au litige et aussi par la doctrine et l'opinion publique. Si vous voulez, tout ce monde, il intervient dans cette interprétation, si vous voulez, constitutionnelle. Donc, bien évidemment, les membres de l'instance, les parties au litige, dans le cadre de leur mémoire et contre-mémoire, ils vont orienter, dans le cadre de leur requête, ils vont orienter, bien évidemment, ils vont interpréter à leur façon la loi et la Constitution, et ils vont soumettre, dans le cadre de leur mémoire et contre-mémoire, le juge constitutionnel. Mais aussi, bien évidemment, de plus en plus, la doctrine, c'est un acteur très actif, si vous voulez, dans l'orientation, si vous voulez, de l'interprétation. La doctrine, c'est un tout petit peu aussi des faiseurs d'opinion. Des faiseurs d'opinion, ils peuvent drainer, ils peuvent aller dans un sens ou dans aller dans un sens ou dans un autre. Donc, le mémoire et contre-mémoire, le plus facile pour les juges constitutionnels était de se rabattre sur les mémoires et contre-mémoires. La qualité de la requête et l'argumentation qui est développée influencent très largement le juge constitutionnel et déterminent dans une très large mesure l'issue du litige, mais aussi la teneur de l'interprétation et de sa qualité. Il faut dire qu'à ce niveau, les stratégies des justiciables ne sont pas toujours compréhensibles par les membres de l'instance. Les parlementaires, principaux acteurs de la saisine, ont parfois, surtout au début, joué la dispersion, participé à une surcharge gratuite de l'instance. Je cite comme exemple, dans le premier jet, si vous voulez, dans le premier jet de pourvoi pour lesquels a été saisie l'instance, l'instance elle a enregistré 6 pourvois, sinon plus, 6 pourvois intentés contre un seul projet de loi. Donc 6 pourvois contre un seul projet de loi. L'opposition, si vous voulez, ou bien le parlementaire, se sont condamnés, bien évidemment, au-delà de surcharger
le mettre sous pression, si vous voulez, l'instance, ils s'étaient condamnés à saucissonner et à disperser leurs arguments, en diminuant leurs chances d'aboutir à une déclaration d'inconstitutionnalité de la loi. Parmi les requêtes, bien évidemment, il y avait une requête sur la caution financière pour les élections présidentielles, une requête sur le vote des militaires, une requête sur la parité, une requête sur la convocation du corps électoral, une requête sur la disposition des sièges. Tout, si vous voulez, ces deux, je crois, demandes en examen, si vous voulez, en urgence. Donc, à peu près 7 requêtes sur une même loi. Et dans chaque requête, il y a un seul aspect qui est très facilement réfutable par la Cour si certaines majorités arrivaient à se nouer dans le cadre de cette instance. Bien évidemment, mon conseil est de rassembler pour faire plus de pression sur la Cour. Au lieu de se saucissonner, il faut rassembler le maximum, si vous voulez. Il faut une certaine mesure, rassembler, si vous voulez, les moyens pour attaquer, si vous voulez, une loi, de sorte à ce que, je dirais, à la limite, la Cour se sentirait presque gênée pour laisser passer autant de moyens de contrôle non sanctionnés. Donc, au départ, saucissonnage, et à la fin, les parlementaires, ils ont insisté surtout sur des questions de fait. Depuis 2020, donc toute l'année dernière, toutes les requêtes, elles s'étaient concentrées sur des questions de faits, sur des accusations les uns contre les autres, en accusant que, je ne sais pas, telle commission, elle n'a pas transmis le dossier selon les règles, si vous voulez, du règlement intérieur, que le nombre de voix était mal calculé, que ceci, etc. C'était vraiment des questions de fait sur lesquelles on ne pouvait pas s'appuyer pour contrôler bien évidemment une constitutionnalité d'une loi. Parfois, on ne fait pas référence carrément à la loi. On va dire, voilà, le comptage des voix était incorrect, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, etc. Donc, bien évidemment, le travail n'était pas très facile pour l'instance, ni bien évidemment les stratégies des parlementaires étaient très constructives ni très claires. Concernant les membres de l'instance, les stratégies consistaient pour certains dossiers, je vise essentiellement les dossiers qui ont partagé la société, parité, statut de la religion, corruption, prospection pétrolière, amnistie pour les fonctionnaires, etc. Il s'agissait bien évidemment, en prenant expérience du premier jet des requêtes, il s'agissait pour les membres de l'instance à anticiper les positions des autres membres de l'instance et de bâtir leur raisonnement en conséquence. On va anticiper, on va dire ça c'est très commun dans toutes les instances collégiales. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont réfléchir? Quelle serait leur position? Et en fonction de ça, on va se fixer, bien évidemment, certaines questions qu'on juge très importantes et sur lesquelles on ne peut pas, bien évidemment, transiger et faire certaines concessions pour gagner tel ou tel autre moyen de recours. Donc, c'est des stratégies, c'est des jeux d'acteurs. Et en contrepartie, il fallait, tout en étant sûr que on ne va pas avoir une majorité à l'intérieur de l'instance, injecter un principe qui ne va pas servir pour cette décision en elle-même, mais qui va servir pour l'avenir, qui va bien évidemment enrichir le dispositif du contrôle de la constitutionnalité des lois pour l'avenir de certains principes. C'est ce qu'il fallait
C'est ce qui explique un tout petit peu, vous l'avez certainement remarqué, que les décisions de l'instance sont très remplies de principes. Il y a trop de principes. Si vous faites cet exercice qui consiste à dire combien l'instance a injecté de principes de contrôle, de constitutionnalité des lois, des moyens d'ouverture du recours en constitutionnalité, vous allez trouver un nombre impressionnant de principes. C'est l'une des stratégies qui a été développée par certains acteurs de la Cour constitutionnelle, de l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois. Les techniques et méthodes d'interprétation mises en œuvre par l'instance sont partagées par toutes les cours constitutionnelles. Et l'instance n'a pas cherché à avantager une méthode d'interprétation par rapport aux autres. Tout est cas d'espèce. La méthode réaliste, la méthode exégétique, etc. C'est le cas d'espèce qui va déterminer, si vous voulez, la méthode d'interprétation et les techniques d'interprétation qui seront mises en œuvre. Dans beaucoup de décisions, l'instance a eu recours à la méthode d'interprétation littérale, en se basant sur le sens usuel et grammatical du texte de la loi. Dans beaucoup de décisions, j'en ai vu, en travaillant un tout petit peu cette communication, à peu près 7 ou 8 décisions où l'instance, elle, se base sur, si vous voulez, cette interprétation exégétique, se basant sur la structure linguistique, si vous voulez, de la loi, et bien évidemment interpréter la loi dans le sens de l'interprétation littérale. Pour l'instant, un texte clair ne s'interprète pas. Pour les textes qui manquent de clarté, il faut chercher l'intention du législateur et la découvrir à partir de la structure linguistique du texte. Tous les mots sont importants pour découvrir l'intention du législateur. Ça, vous le trouvez dans les décisions. L'instance dans notre affaire a utilisé la méthode systémique. Les dispositions de la loi forment un système et constituent un tout cohérent qui concourt tous à expliquer et à découvrir l'intention du législateur. D'ailleurs, c'est la Constitution elle-même qui pousse dans cette perspective de l'interprétation, si vous voulez, systémique de l'interprétation. Toutes les dispositions du texte doivent être interprétées dans leur complémentarité, etc. L'instance a déclaré dans certaines constitutions, dans certaines décisions, que la Constitution s'interprète comme un tout homogène. Dans d'autres décisions, l'instance a opté pour une démarche téléologique. Elle a cherché à interpréter la loi par rapport aux buts et objectifs que le législateur a cherché à atteindre. Cette démarche lui a permis d'invalider certains textes de loi, mais aussi à valider beaucoup d'autres. Je pense à toutes les décisions sur la prospection pétrolière, les accords de siège de Qatar, les banques islamiques, etc. Toutes ces décisions-là, bien évidemment, l'instance a essayé de voir les objectifs qui ont déterminé cette législation et de voir si cette législation elle arrive à réaliser ses objectifs et si ces objectifs, bien évidemment, ont un répondant constitutionnel. Dans d'autres décisions, elle a cherché l'effet utile du texte. C'est l'interprétation qui a été faite, à titre d'exemple, en matière de finances islamiques. Un recours à un raisonnement emprunté aux techniques de réception du droit des traités en droit interne a été mis en œuvre. Les dispositions de coloration islamique n'ont pas de normativité directe en droit constitutionnel interne. Elles doivent être réceptionnées par la norme positive. Le législateur ne perd pas son pouvoir de contrôle par rapport à la norme de teneur islamique. Il peut la compatibiliser par rapport au droit posé. Donc, bien évidemment, les textes, la loi, il fallait chercher l'effet utile. Si il y a un article sur
la laïcité entre guillemets, bien évidemment, article 1 et article 2, c'est que ces deux textes sont utiles, ces deux dispositions sont utiles, ils ne s'excluent pas et il fallait trouver il faut les compatibiliser. Comment les compatibiliser? On a à partir d'un raisonnement emprunté au droit international qui consiste, les lois peuvent avoir une certaine coloration islamique, mais ils n'ont pas de normativité directe dans le système juridique et qu'ils tirent leur normativité de leur réception par le droit interne. Elles doivent être moulées dans un texte positif, tout en sachant que le constituant, tout en sachant que les pouvoirs publics, tout en sachant que le législateur ne perd pas son pouvoir de contrôler, si vous voulez, de ne pas les accepter s'il veut, de les encadrer au maximum. Bien sûr, beaucoup de règles d'interprétation se présentent comme des simples rituels, valables pour tout juge, et sont utilisées comme telles par l'instance. C'est un tout petit peu le patrimoine commun des règles d'interprétation partagées par toutes les cours constitutionnelles. Exemple, lorsqu'un principe a été posé, les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte. Ça aussi, on peut le trouver dans beaucoup de décisions de l'instance. Entre deux interprétations possibles d'un texte, il convient de retenir celle qui lui donne son effet utile. Un terme qui revient à plusieurs reprises dans le texte doit être interprété dans le même sens. La disposition claire d'un texte prévaut sur son esprit. La norme explicite l'emporte sur la norme implicite. La règle spéciale prime sur la règle générale. Un énoncé général doit être appréhendé dans sa généralité. La norme postérieure l'emporte sur la règle antérieure, etc. Tous ces principes, toutes ces techniques d'interprétation, elles ont été mises en œuvre par l'instance dans ces 50 décisions qu'elle a eu la possibilité d'instruire. Pour terminer sur les stratégies interprétatives, il faut souligner que l'instance a accordé une attention spéciale au respect scrupuleux des règles de procédure. Ça, c'est une orientation affirmée, concertée même. L'instance part du principe que la loi exprime la volonté générale et qu'elle ne peut pas s'immiscer dans le choix du législateur tant que ce choix s'exprime dans le respect des règles procédurales et les règles du jeu posées par la Constitution. Pour l'instance, l'ancrage de la démocratie et du nouveau système constitutionnel se fait par le respect des procédures. Les acteurs politiques sont libres de jouer, mais dans le respect des règles du jeu posées par la Constitution. Cette stratégie explique certains principes novateurs dégagés par l'instance, tels que, à titre d'illustration, celui de l'ordre public constitutionnel. L'ordre public constitutionnel a été bâti en rapport aux procédures et formalités substantielles qui s'imposent aux législateurs. Le caractère objectif du contentieux constitutionnel qui interdit tout désistement d'une procédure engagée devant l'instance, il a été aussi fait dans cet esprit d'obliger les acteurs politiques à se conformer à certaines règles du jeu, donc à certaines règles de procédure. Vous pouvez entrer, vous êtes libre de ne pas engager une procédure. Si vous engagez une procédure, vous ne pouvez pas vous rétracter. Le respect des procédures du règlement intérieur et leur caractère obligatoire quand elles répercutent des dispositions ou des exigences constitutionnelles relève aussi du même souci de contraindre les acteurs politiques à s'obliger à respecter les règles de procédure. Troisième élément de cette intervention, quels sont les outputs, quels sont les résultats de l'interprétation. Les outputs, ils sont très importants. Bien évidemment, je suis très mal placé pour dire le contraire. Ces outputs sont très nombreux, sont très importants. L'instance même provisoire s'insère dans la continuité, si vous voulez, de la Cour constitutionnelle. Elle en constitue une préfiguration.
Elle avait l'ambition, et c'est aussi un autre objectif partagé et débattu par les membres. Il s'agissait pour l'instance de baliser le terrain à la Cour constitutionnelle et de la prémunir contre les abus des acteurs du jeu politique et de leur stratégie de saisie. L'instance, bien évidemment, je l'ai déjà dit, elle a cherché à ancrer beaucoup de principes. Ces principes, bien évidemment, dans l'esprit des membres de l'instance, vont constituer des précédents qui vont baliser, si vous voulez, le travail de la Cour constitutionnelle, parce qu'on part du principe qu'on ne bâtit pas un travail d'interprétation, on ne part jamais à zéro. Comme nous, on a profité de l'interprétation qui est faite par les tribunaux administratifs, par le Conseil constitutionnel français, par le Conseil constitutionnel tunisien auquel on a fait référence dans certaines de nos décisions, il fallait bien évidemment, par des principes englobants, permettre, si vous voulez, à la Cour constitutionnelle de s'insérer dans cette lignée et de terminer ce travail et de le parfaire. Parmi les principes, ils sont très, très nombreux. On cite bien évidemment le développement des cas d'ouverture du recours constitutionnel, principe du non-désistement, principe de sécurité juridique, principe de la clarté de la loi, principe du travail à distance, des réunions à distance, du vote à distance, principe de l'unité de la procédure et du fond de la loi, principe d'égalité, très traditionnel, principe de la proportionnalité, et j'en passe. Conclusion, bien évidemment, la conclusion, bon, elle est là, on la voit. Il n'y a plus d'instance, il n'y a pas de Cour constitutionnelle. Merci.